Merci beaucoup à tous d'apporter votre témoignage pour parler justement d'international. Alors on va commencer avec Pascal Viel, qui est, je le disais, donc président de la société CIS basée à Oyonnax, 80 salariés environ, 50% de chiffre à l'export, c'est pas rien. Alors, je vais faire un petit résumé, Pascal Viel, ensuite vous prendrez le micro pour répondre à nos questions, bien sûr. Vous vous occupez, vous, d'une activité qui consiste à mettre en place et à fabriquer des systèmes de contrôle de température pour l'injection plastique. Sur Oyonnax, ce n'est qu'une demi-surprise, évidemment. Vous resituez l'activité donc, et l'histoire de cette entreprise dans quelques instants, bien sûr, avec des fondateurs, une société qui compte 80 salariés, plus de 45 ans d'existence, avec une vingtaine d'années déjà à l'export, un savoir-faire très technologique. Voilà, j'ai résumé très vite, on pourra en parler encore quelques instants. Si vous voulez compléter, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que c'est une maison qui, depuis longtemps, fait dans l'export, à tel point que vous avez donc la moitié de votre chiffre d'affaires qui est consacré à l'international. Oui, c'est une aventure que nous avons commencée dans les années 90, où nous avons eu une mission un petit peu particulière. Nous avons embauché un directeur commercial qui travaillait pour 4 sociétés de la Plastic Valley. Et l'objectif, c'était de vendre nos produits sur le marché allemand. Je rappelle que le marché allemand, c'est un très très gros marché pour l'industrie plastique. Donc notre première vision, c'était de dire on va attaquer le marché allemand. Nous avons eu quelques difficultés parce que le marché allemand, c'est un marché difficile. Vendre des produits pour 4 sociétés, c'est pas non plus très facile. Et ça, nous avons constaté, nous avons eu des hauts, des bas. Et nous sommes arrivés dans les années 2000 à peu près, ou à la fin des années 90. On a décidé de changer un petit peu de politique. On était à peu près à 15% de notre chiffre d'affaires à l'export. À partir de ce moment-là, nous avons décidé d'avoir une politique qui était beaucoup plus ciblée, c'est-à-dire d'accompagner un petit peu nos clients français qui s'installaient sur l'Europe de l'Est, en règle générale, dans les pays de l'Est. Et là, ça nous a apporté un résultat qui était quand même beaucoup plus positif, parce qu'on avait directement déjà un petit marché qui pouvait s'installer localement et qui nous permettait de nouer des relations. Donc ça s'est développé. En 2009, on a ouvert une filiale à Stuttgart. On a ouvert une filiale aussi à Atlanta, aux États-Unis, pour attaquer le marché américain. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le Brésil, le Mexique, l'ensemble des pays européens. Ces pays sont suivis par ce qu'on appelle des chefs de secteur chez nous. Et puis, on trouve des distributeurs, des agents commerciaux qui sont sur place. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que plus on est loin de nos bases, plus c'est un petit peu difficile. Plus les marchés il y a des cultures qui sont différentes, il y a des habitudes de travail qui sont différentes, et il faut que vous apportez à votre client un service complet. C'est-à-dire, c'est pas le tout de vendre, mais il faut assurer les mises en service, les formations, les suivis techniques. Et ça nous a amené à repenser pratiquement toute notre chaîne de fabrication. Je dirais aujourd'hui, on ne fabrique plus comme dans les années 90, c'est-à-dire que sachant qu'un certain nombre de nos produits partent à l'export, il y a une attention qui est bien plus importante qui est mise à la niveau des fabrications pour être sûr de notre qualité produite et pour être sûr qu'il faut introduire tout un tas de systèmes de simplification, des respects de normes des pays, des choses comme ça. Donc c'est une culture, c'est vraiment une culture d'entreprise qu'il faut adapter pour pouvoir faire progresser l'entreprise. Mais bien sûr, avec l'innovation et l'export, c'est vraiment les deux poumons aujourd'hui de notre entreprise. Alors 50% à l'export, ça prouve que le pari est réussi. Des perspectives encore du côté des États-Unis, je crois, où vous voudriez développer un petit peu du côté des États-Unis peut-être. Du côté de la Chine, ça démarre gentiment, comme on dit ? Du côté de la Chine, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est pareil, c'est des pays où on est quand même très très loin de nos bases, donc il faut arriver à trouver des gens qui puissent relayer nos produits sur place. Ce qu'il faut penser aussi, c'est par exemple au décalage horaire. Quand on travaille avec les Chinois, on travaille une demi-journée avec les Chinois, et puis quand on travaille avec l'autre côté du globe, on travaille qu'une demi-journée avec les gens de l'autre côté du globe. Donc ça pose aussi quand même un certain nombre de contraintes.
La Chine, nous, on est présent sur des produits très, très high-tech. Hein, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on choisit dans notre gamme de produits, des produits qu'on veut exporter sur un secteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas catalogue tout ouvert. Par exemple, on est incapable de vendre des thermorégulateurs sur la Chine. Par contre, on vend des systèmes d'injection séquentielle, on peut vendre des systèmes de suivi de production. C'est tous des produits où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de techniques et beaucoup de formation. Et c'est ce qui nous permet de vendre dans ces pays-là. Pascal Viel, quel conseil peut-on donner à ceux qui souhaiteraient exporter, qui n'ont pas encore osé ou qui n'osent pas tout simplement, ou qui ont peur un petit peu de ce côté international? Bon, c'est sûr qu'il faut être un peu gonflé, c'est sûr, gonflé à bloc même, je serais tenté de dire. Est-ce qu'il y a des choses trappes à éviter? Je pense que la première chose pour l'export, c'est une aventure humaine. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas être dans nos entreprises et sur le terrain à l'export. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à trouver des relais, à trouver des gens. Alors au début, on a toujours tendance à dire on va trouver un Français et puis on va l'implanter là-bas. C'est peut-être pas la meilleure solution parce que ce qui se passe, c'est que très vite, les gens ont des difficultés, se retrouvent devant des marchés. On avait pris des VIE, par exemple, pour les États-Unis. Le marché des États-Unis est tellement grand que la personne, elle a très très vite fait de se noyer et de perdre les objectifs qu'on a de base. Il vaut mieux trouver un Américain, une personne locale qui va déjà vous ouvrir quelques portes et qui va vous permettre d'avancer petit à petit. L'export, ce qu'il faut dire, c'est que c'est du petit pas, petit pas, petit pas. On peut faire des grands bonds en disant oui, on a une affaire, ça y est, on a fait 500 000 euros sur un pays. Le problème, c'est pas de faire 500 000 euros sur un pays, c'est de les faire toutes les années. Ça veut dire que vous vous êtes installé dans le pays, ça veut dire que les gens ont pris confiance en vous, ça veut dire qu'ils connaissent votre matériel, et là, vous avez un développement qui est assuré. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le monde est très grand, donc les perspectives sont très très importantes. Mais je pense qu'il faut savoir s'accompagner, être un petit peu modeste, parce que les gens ne nous ont pas attendus, donc il faut être capable d'apprendre, il faut être capable de s'installer lentement, il faut être capable d'adapter ses produits aussi, de respecter les normes des pays, parce que ça, c'est aussi un des phénomènes qu'on voit souvent. Des pays où vous dites, ça y est, je vends, et puis votre produit est recollé au niveau d'une norme, et vous ne vendez plus d'un seul coup. Donc, il faut être très, très vigilant, il faut avoir confiance, il faut oser, il faut y aller. Mais si vous voulez, je pense avec beaucoup de modestie. Merci beaucoup Pascal Viel, qu'on va applaudir et remercier de ce témoignage donc, sur le levier de réussite qu'est l'export pour la société CIS, donc sur Oyonnax. On va maintenant écouter Armelle Fouatelli-Greffet, qui va prendre le micro également, fondatrice de Libelle Huile, donc une dirigeante d'entreprise artisanale dans l'Ain, qui n'a pas peur d'aller dans le monde entier, voilà, qui avec son Made in France, ô combien qualitatif, a réussi à séduire les cultures asiatiques et européennes, et c'est bien. Alors l'international, Armelle Fouatelli-Greffet, vous connaissez bien, vous avez toujours été, vous, une aventurière, puisque vous avez à une époque travaillé dans l'export pour du négoce de vin Mâconnais, dans le Chablis notamment. On a l'habitude effectivement d'exporter, effectivement. Et puis vous avez travaillé avec les États-Unis, vous avez vécu en Australie. Enfin, vous êtes une internationale déjà, vous, au départ. Alors oui, j'ai toujours eu un parcours. J'ai fait des études de commerce international. Je suis partie après sac à dos en Australie où j'ai passé 2 ans et demi pour le groupe L'Oréal. Je suis revenue en France, mais amenée à beaucoup voyager pour le groupe Richemont, donc plutôt une tournure dans le luxe. Et puis ensuite, je me suis retrouvée à 28 ans propulsée à la tête d'une maison de négoce de vin basée en Mâconnais, effectivement, où on travaillait sur à peu près toute la Bourgogne, et 95% de notre chiffre d'affaires était fait à l'export. Avec beaucoup sur les États-Unis, beaucoup au Japon. Le vin de Bourgogne, il n'y a pas trop de problèmes pour se vendre aujourd'hui à l'international. Et après, quand j'ai créé Libelle Huile en 2005 et que j'ai commencé à commercialiser, je ne pensais vraiment pas du tout partir. Je pensais au contraire développer des produits pour la gastronomie française. Et puis, très clairement, le manque de volume dès le départ sur le marché français ont fait que j'ai vite repris les chemins que je connaissais, et avec plutôt du succès parce que la gastronomie française s'exporte très très bien.
et pour le coup partout. Nous, on distribue effectivement dans tous les pays d'Europe, mais on fait aussi la Russie, le Nord-Amérique, les pays arabes et le Japon. Voilà, donc une aventure qui se développe plus que jamais. Alors vous faites, on le disait, des huiles vierges et des vinaigres à la pulpe de fruits, hein, donc c'est une excellente idée. Vous avez su séduire les gastronomes et les chefs de la gastronomie française, mais aussi à l'étranger, donc notamment en Europe, mais aussi en Asie et au Japon en particulier. Alors comment on fait pour séduire ces gens-là, qui sont des gens qui n'ont pas forcément la même culture? Quelle a été la clé pour ouvrir l'international et l'export vis-à-vis de pays qui sont aussi différents, par exemple que les pays européens et le Japon? Alors un pays comme le Japon, effectivement, la culture est diamétralement opposée à la nôtre. Le pont, c'est la gastronomie. Ils ont une grande culture de la gastronomie. Ils sont extrêmement pointilleux, donc il faut être irréprochable, aussi bien dans la fabrication du produit que dans son étiquetage, dans son marketing. Il faut tisser des liens de confiance assez importants avec le distributeur. C'est pas facile de trouver. Ça peut prendre énormément de temps, je crois que M. Viel le disait aussi, mais une fois qu'il est là et que cette relation est établie, après on ne les lâche plus. Quand on parlait de culture aussi tout à l'heure, nous au Japon, ce qui est étonnant, c'est que nos vinaigres ont plu parce qu'il y a dans la culture ancestrale japonaise une recherche de produits acides. Voilà, ils ont beaucoup de produits alcalins, donc ils ont besoin de se rehausser le taux d'acidité. Donc nous, on ne le savait pas du tout. Et en fait, ils ont créé dans un groupe de supermarchés haut de gamme, type Galeries Lafayette, qui s'appelle Isetan, ce qu'on appelle des drink bars. Et en fait, nos vinaigres sont intégrés dans leurs cocktails. Voilà, donc on a un volume assez conséquent, effectivement, qui part au Japon. Alors finalement, voilà, il faut faire des produits qui puissent satisfaire un petit peu tout le monde à la fois. Vous créez des produits spécifiques ou finalement votre gamme suffit justement à séduire ces pays différents? Alors non, on ne crée pas de produits spécifiques, mais il y a une adaptation qui se fait du coup pour les marchés. Le Japon nous avait demandé à une époque de faire du yuzu, donc, qui est une agrume qu'on trouve chez eux, mais ce n'est pas notre vocation que de le faire. Par contre, de s'adapter après à certains marchés, l'Allemagne par exemple, qui est aussi un gros marché pour nous, on l'a obtenu grâce à notre entre guillemets naturalité, c'est-à-dire qu'on est sur des produits clean label et que du coup pour un pays comme l'Allemagne c'est très important, ou le Canada aussi également. Voilà. Des projets de développement supplémentaires du côté de Libelluile où vous allez consacrer encore un peu plus de temps pour vous imposer définitivement dans ces pays-là déjà? Oui, et puis il y a d'autres pays. Alors la Chine, vous en parliez aussi, c'est compliqué parce que là, on a plus l'impression souvent de faire du one-shot. On n'arrive pas encore à avoir des partenaires et c'est pas aussi bien structuré que sur d'autres pays. Mais on a été contacté par des pays d'Amérique du Sud qui, pour le moment, ne bougeaient pas beaucoup sur le plan de la gastronomie. Et la Corée est un pays aussi avec lequel on espère développer. Hong Kong, Singapour, enfin, il y a encore des choses à faire, oui. Très bien, en tout cas, on sait que vous êtes prête à continuer cette belle aventure. Vous n'en revenez pas, je suppose, 11 ans après la création d'entreprise, d'en êtes arrivé là. Enfin, vous étiez au départ, encore une fois, très franco-française dans votre marché. Et là, finalement, ce développement à l'international, c'est une belle surprise. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Merci beaucoup, Armelle Fouattelli-Greffet, qu'on peut remercier pour ce témoignage. Alors, on va lancer de temps en temps les débats d'un 360. Le premier débat va être lancé dans quelques instants. Il s'agit tout simplement de la question suivante. L'accompagnement des entreprises à l'export est-elle satisfaisant dans l'Ain? L'accompagnement des entreprises à l'export est-il satisfaisant dans l'Ain? Vous mettez oui ou non, vous allez sur l'application. Tout le monde l'a téléchargé? Tout le monde l'a téléchargé? Oui, c'est un peu timide. J'espère que vous avez pu la télécharger, cette application. Ça rame un peu parfois quand on est plusieurs centaines à télécharger l'application en même temps. Mais en tout cas, c'est une application très sympa dont je vous garantis que les résultats remontent jusqu'aux personnalités qui gèrent tout cela au niveau du conseil départemental. Histoire de donner une petite indication aussi sur ce que les habitants de l'Ain ont envie de voir, ou les chefs d'entreprise en l'occurrence, souhaitent dans différents secteurs. Voilà, donc merci de répondre ou non à cette question qui va peut-être s'afficher. Là, il me semblait qu'on devait éventuellement l'afficher. Donc voilà, je vous rappelle la question. Le débat, l'accompagnement des entreprises à l'export est-il satisfaisant dans l'Ain? Oui ou non sur l'application 1 360. On va trouver Jean-François Perche maintenant. Jean-François qui va prendre un micro, président de Moissonnier, conception et fabrication de meubles haut de gamme.
Quand le luxe et la French Touch Made in 1 séduisent les pays du monde entier et notamment l'Asie. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. On va rappeler quand même que la Maison Moissonnier a 130 ans d'existence et qu'il y a un ADN bien particulier sur le meuble de qualité, le meuble design. C'est vrai que ça fait 130 ans que Moissonnier innove en permanence en partant d'un classique qui est de plus en plus contemporain. C'est un peu ça ? C'est un peu ça, mais c'est aussi 130 ans d'histoire de l'art, beaucoup, puisque les créateurs de cette maison étaient, avant d'être ébénistes, étaient sculpteurs, écrivains, poètes, musiciens. Et l'art transpire dans toute cette maison et dans sa production. Oui. Alors c'est effectivement un Made in 1 qui fonctionne bien à l'étranger. Cette pâte, elle a su séduire à l'extérieur. En fait, quand on regarde un petit peu le passé, il n'y a pas si longtemps que ça que la maison exporte, mais elle a toujours un peu exporté quand même. En fait, la maison a toujours exporté. Dans les années 30, sur des meubles bressants, qui étaient quand même lourds, très sculptés, il y avait un courant d'affaires qui s'était opéré entre cette maison et puis une chaîne de magasins américains qui s'appelait Bloomingdale's. Et pendant une petite dizaine d'années, des meubles bressants fabriqués par une manufacture bressane qui se vendait aux États-Unis comme ça à travers ce réseau de distribution. Ce qui plaît aux Américains, c'est ce côté patrimoine vivant français, justement, un petit peu, c'est la French Touch. Les Américains, ils vont chercher le confort. C'est pas notre marché de prédilection aujourd'hui. On y est présent parce qu'on a besoin d'exister aussi là-bas. Mais l'Américain est plutôt dans le confort, dans les gros sièges, dans les gros canapés, dans les gros meubles. Mais ça n'empêche que des particuliers nous interrogent sur des pièces de nos productions. Jean-François Perche, on va parler de la stratégie de développement qui s'appuie sur 2 axes principaux, je crois. Alors pour nous développer à l'international, on est un peu obligé de travailler de 2 façons. La première, c'est qu'on est en relation avec des grands cabinets d'architecture du monde entier pour des chantiers résidentiels ou d'hôtellerie de luxe. Mais parallèlement à ça, nous avons souhaité créer des magasins, des lieux de vente, de façon à maîtriser l'image et puis notre image, et puis développer des affaires aussi directement. Tout ça, c'est parti d'un magasin que nous avions à Paris, qui nous a servi de business model et que nous avons progressivement exporté en Corée, à Séoul. Nous avons un magasin moissonnier à Moscou. Et puis, depuis 2 ans, nous avons ouvert des magasins en Chine. Alors, c'est une autre expérience que ce que vous avez pu vivre. Des magasins en Chine, nous avons pu trouver un distributeur, un investisseur. Et nous avons aujourd'hui 3 magasins en Chine, un à Pékin, un à Shanghai, un à Chengdu, et un projet d'ouvrir un 4e magasin en début d'année prochaine. D'accord. En tout cas, donc, c'est à échelle mondiale qu'intervient Moissonnier maintenant, avec 85% du chiffre d'affaires qui se fait à l'export. C'était une nécessité face à un marché européen qui se délitait un peu aussi d'aller voir ce qui se passait ailleurs, non ? C'est une nécessité. C'est un croisement de personnes, de rencontres, notamment sur des salons professionnels qui sont nombreux dans la profession. Et nous avons été amenés de rencontrer des gens nous portant sur d'autres marchés de plus en plus loin de nos bases historiques, qui étaient effectivement la France. Donc il y a un développement qui se fait aussi bien sûr au niveau du personnel, au niveau, je suppose, de la production. Il faut suivre après parce que ce sont des clients qui sont souvent pressés et exigeants, non ? Le luxe amène de l'exigence. À nous de satisfaire et de prendre en compte cette exigence afin de fédérer et de permettre à ces gens de revenir nous voir plus tard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulier en fait. Quand on s'adresse à des Chinois, des Américains ou des Russes, on n'a pas forcément le même langage non plus. Comment ça se passe pour coller justement à ces différentes mentalités ? Non, la culture est différente, ça, c'est vrai, ça a déjà été évoqué. Au Moyen-Orient, il faut simplement avoir en tête que les gens avec qui on traite aujourd'hui, leur père, leur grand-père, étaient dans la décoration, c'était le tapis, c'était ça leur culture, c'était le cheval et le tapis. Et il a fallu leur parler de meubles neufs qui ressemblaient à de l'ancien, mais qui venaient pas de Versailles. Donc c'est compliqué à gérer tout ça. Et puis finalement, tout se met en place. En Russie, c'est pas du tout la même
la même attitude, puisque l'histoire est commune. Quand on parle de meubles du 18e ou Bonaparte, il est intervenu en Russie. Donc il y a une facilité naturelle sur l'Union européenne et puis sur la Russie à commercer, ce qui est effectivement moins le cas ailleurs. Alors, on va parler de l'effet parce que ça s'est passé finalement en 2 temps. Une première fois, un échec, il faut le dire. La deuxième fois, ça s'est passé plutôt assez rapidement. Comme quoi, des fois, il suffit de peu de temps pour décrocher un marché, y compris en Chine. Oui, on a été confrontés il y a une dizaine d'années à notre premier distributeur chinois et ça ne s'est pas bien passé du tout. Vraiment pas. Les meubles sont arrivés dans un état pitoyable. On n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. Bon, il a fallu sécher les larmes. Et puis, il y a quelques années, il y a 2 ans, maintenant 3 ans, au cours d'une mission avec Ubifrance, nous avons été amenés à rencontrer, avec d'autres sociétés, un investisseur chinois qui a écouté tout le monde sur chaque société. Il y avait notre société Bressan, Fermob, avec nous. Chacun avait 20 minutes pour exposer sa société. Et donc, on a présenté ça à ce monsieur, on est parti, et 3 jours après, on était à Hong Kong. Et là, on a reçu un coup de téléphone en nous demandant de retourner voir ce distributeur pour essayer d'avancer avec lui. Et donc, on a pris un avion en interne, on a quitté la mission, on a pris un avion en interne pour aller finalement retourner à Pékin. Et finalement, on a trouvé un début d'accord qui s'est soldé à Paris. Et ce monsieur nous a ouvert depuis 3 magasins, envisage d'en ouvrir un 4e. Il a ouvert des magasins pour Fermob aussi également. Voilà, c'est un bon deal. Et donc Jean-François Perche, l'actualité, c'est l'ouverture à Vancouver, donc de ce showroom là, de ce magasin. Ça aussi, c'est un nouveau défi. C'est un autre défi sur un autre continent, mais qui est aussi une porte sur l'Asie. Nos produits se commercialisent très bien et sur ces populations. Et donc, c'est un nouveau challenge qui s'opère effectivement sur le continent nord-américain, avec des opportunités sur d'autres espaces. Voilà. Et puis, un début de discussion à Sydney pour pareil, un magasin. Et voilà, pour moissonnier, le monde n'a pas de limite. Tout le globe est intéressant. Merci Jean-François Perche, qu'on peut applaudir également très fort. Pour la petite histoire, on va rappeler aussi que Jean-François Perche, dans une vie antérieure, a été international de rugby. Il faisait partie de l'équipe de France de rugby où il jouait au talonnage. Il continue à monter en première ligne, mais différemment. Plus sur les terrains, maintenant sur les marchés internationaux. C'est pas mal non plus. Comme quoi, ça doit être un peu lié aussi. Merci beaucoup. On va maintenant parler donc de tout ce qui touche aussi à l'international où tout le monde doit être concerné. On va retrouver Emmanuelle Perdry, présidente de Rovip, vice-présidente d'Alizé Plasturgie Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler effectivement d'international au niveau des acteurs de la plasturgie. Et vous, Emmanuelle, vous êtes une dirigeante qui exportait. Alors, il y a 2 entités, il y a Rovip et Rovifarm, et vous exportez avec ces 2 entités. On va peut-être effectivement parler de votre propre expérience tout d'abord, rappeler un peu votre activité, et puis voir ce qui concerne l'export pour vous, parce que c'est une part importante de l'activité de ces 2 sociétés. Oui, tout à fait. Je crois que ce qui est intéressant de noter, c'est que justement, on vit des choses complètement différentes selon les 2 structures. On a d'un côté Rovip où on a un positionnement plus de sous-traitants. Donc au final, notre exportation est principalement liée au fait que nous travaillons avec des donneurs d'ordre eux-mêmes internationaux. Donc quand on livre un site en France, on va livrer aussi le site en Pologne, le site en Russie, le site au Canada, etc., etc. Donc c'est une exportation qui est poussée par le développement international de nos clients. Et alors, Rovifarm, on est sur un positionnement complètement différent, où là, on est positionné sur le marché médical. Et du fait de la sécurité pour le patient, des normes, de la réglementation et de la capacité qu'on a au niveau de Rovifarm d'avoir un outil de production et un outil qualité qui sécurise nos clients, on est arrivé à développer une part d'exportation importante, puisqu'aujourd'hui, on fait de 50% à peu près notre chiffre d'affaires à l'export. Et vraiment du grand export. Avec le Moyen-Orient, par exemple, on fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec l'Algérie. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et c'est vraiment la culture de la qualité et du service qui nous a permis de faire ça. Vous allez aussi en Inde, vous allez aussi en Russie, vous allez un peu partout, vous aussi? On va partout. Il y a des laboratoires pharmaceutiques qui, en fin de compte, ont besoin de packaging pour du médicament liquide. Donc voilà, on a une gamme de produits propres. Je crois que ça, c'est aussi un élément important.
Voilà, on a un catalogue produit et au final, ce produit répond aussi bien aux besoins de clients français que de clients étrangers, quels qu'ils soient. Sur les deux méthodes, sur les deux sociétés, laquelle permet d'exporter plus facilement que l'autre, entre guillemets, la solution la plus aisée? Alors la plus facile, c'est chez Rovip, puisqu'on suit un mouvement. En revanche, c'est beaucoup plus long au final, puisqu'on n'est qu'à 20% de part d'exportation. Alors Rovifarm, c'est moins facile parce qu'il faut développer un réseau d'agents, il faut être présent sur des salons internationaux, il faut avoir des gens chargés de l'exportation, des commerciaux dédiés. Mais en 5 ans, on est passé de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export à plus de 5 millions. Donc je pense que les efforts sont largement récompensés. Et on est en train de réfléchir du côté de Rovip pour développer la même démarche, puisqu'on a la chance d'avoir des positionnements marchés sur certains marchés de niche, comme par exemple le marché du gaz en bouteille, le gaz liquide, où on développe une gamme de produits propres également, et on se rend compte que dès qu'on est sur des produits propres et qu'on apporte une valeur ajoutée, ça nous facilite les exportations parce qu'on répond à des contraintes réglementaires et des contraintes qui sont valables dans tous les pays, et notre offre correspond aux besoins. Alors vous êtes aussi, je le disais tout à l'heure, vice-présidente d'Alizé Plasturgie Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, donc la réunification s'est faite aussi à ce niveau-là. Ouais. Donc ça c'est la profession représentée. C'est une profession qui exporte beaucoup quand même, la profession dans la plasturgie, on exporte énormément en fait. Tout à fait. Finalement, les taux d'exportation dans les entreprises de plasturgie sont assez importants. Alors bien évidemment, ils augmentent selon la taille de l'entreprise. Les TPE et moins de 20 salariés exportent moins que les plus de 20 salariés, voire les grands groupes. Mais néanmoins, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que beaucoup de PME exportent. Beaucoup de PME se sont également installées à l'étranger, en particulier dans toute ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, avec la volonté de suivre et de développer leurs affaires avec des clients automobiles, par exemple. Mais hormis le secteur de la construction, tous les autres marchés, on est à peu près sur des taux de 30% d'exportation dans les entreprises de plasturgie, ce qui globalement est relativement fort. Et c'est lié sans doute à des savoir-faire et une capacité de nos PME françaises. Alors malgré tout, petit bémol, on est un petit peu moins bon que les Allemands et que l'Italie au niveau de ce taux d'exportation. Il y en a qui rêvent à côté de vous, là, même s'il est très français aussi. Même si on progresse plus vite depuis 2 ans. Et puis un petit cocorico régional. Globalement, les entreprises de la région exportent plus en taux que les entreprises globalement au niveau du territoire français. Donc voilà, on est assez fiers de l'affirmer ce soir. Voilà, on a l'impression effectivement que la plasturgie avance encore et toujours avec l'export et l'international. Alors il y a eu des délocalisations, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de relocalisations, c'est dur à dire. Il y en a quand même quelques-unes, je ne sais pas, on a quelques chiffres là-dessus ou pas? Non, on n'a pas beaucoup de chiffres et je crois qu'on ne peut pas en tirer de leçons et de fierté, ou on ne peut pas se rassurer avec ça. Je crois que ce qui me paraît le plus rassurant, c'est de considérer que ces délocalisations qui pouvaient apparaître au départ comme étant défensives sont aujourd'hui des vrais projets de développement pour nos entreprises, nos PME, nous permettent d'accéder à des nouveaux marchés et ne sont plus vécus uniquement comme le fait de suivre un client et d'éviter une perte de chiffre d'affaires, mais vraiment comme un potentiel de croissance et de développement. Donc je crois qu'il faut plutôt retenir que ces délocalisations sont au final aujourd'hui des sources de développement de nos entreprises, au niveau de la taille de nos entreprises, de notre capacité d'innovation et de développement. Et la relocalisation, elle existe, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de vraies règles et on ne peut pas aujourd'hui déterminer que c'est une tendance lourde. Ce sont peut-être des épiphénomènes dans certains cas, mais il n'y a pas de généralité à ce niveau-là, on va non, dire. Et puis je crois que, comme le disait en introduction... Désolée, je m'en souviens. Voilà, les frontières, elles sont ouvertes et aujourd'hui, le commerce, il se fait au niveau international. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir et il faut qu'on se donne les moyens, nous les PME de plasturgie, de conquérir des nouveaux marchés. Voilà, avec bien sûr également dans ce département, bien sûr, ce qu'on appelle la Plastic Valley, donc où il y a une vraie mutualisation de compétences aussi. On a fêté récemment les 20 ans d'un GEE, d'un groupement d'intérêt économique qui s'occupe d'acheter pour plusieurs entreprises, plusieurs adhérents, donc toutes les matières, l'énergie, les matières premières, etc. Et on sent qu'il y a une vraie solidarité finalement. Quand on est tous concernés, ça va bien mieux, Emmanuelle Perdry? Ah ben oui, c'est pas pour rien que je suis militante au niveau de l'organisation patronale. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets où on est plus fort quand on est plusieurs. Merci beaucoup Emmanuelle Perdry, qu'on peut applaudir très fort. Toujours un témoignage fort de quelqu'un
qui bouge, une locomotive de notre industrie et de nos entreprises dans cette nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes également. On va maintenant retrouver Fanny Letier qui va prendre elle aussi le micro, directrice exécutive chez BPI France, direction des fonds propres PME. Elle va nous parler aussi de facteurs clés de réussite au niveau international. Alors évidemment, on pourrait développer très longtemps les notions de capital et de fonds propres. Bon, on va peut-être rappeler, Fanny Letier, quand même, que si on a une entreprise solide, on a plus de chances d'exporter quand même que si on est un petit peu faible sur ces structures. Absolument. Alors, je vais essayer de faire ce témoignage, mais d'abord, je dois vous dire que je suis quand même très impressionnée en fait de ce que je viens d'entendre et aussi des chiffres que j'ai vus dans les petites plaquettes, parce que des départements qui ont un solde net exportateur de 2 milliards, on aimerait qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en France. Donc bravo pour ces performances et puis aussi les chiffres qui ont été montrés. Et je voulais vous donner des chiffres au niveau national. 70% des entreprises de lin considèrent l'international comme une opportunité. Au niveau français, c'est 40%. Vous avez dit 48%, je crois, des entreprises de lin considèrent qu'ils ont des perspectives de développement à l'international. Au niveau français, c'est 19%. Donc en réalité, je crois que je vais surtout me nourrir de vos témoignages pour aller porter la bonne parole dans d'autres départements. Nous, on considère qu'il y a beaucoup à en faire en la matière et beaucoup, beaucoup d'opportunités. J'étais en Chine début septembre. Vous avez tous parlé de la Chine. C'est un marché qui est évidemment gigantesque, 1,3 milliard de consommateurs, une classe moyenne qui est en train de monter, une économie qui mute d'une économie low cost à une économie à valeur ajoutée et où on retrouve du coup une compétitivité possible pour les produits français. Il y a une vraie demande de France en Chine. Il y a une vraie demande de produits made in France, design for China. Ils nous l'ont martelé toute la semaine et je crois que les 23 ETI, il y avait une entreprise de lin, Florio, Thierry et Céline sont peut-être dans la salle, qui étaient là et je crois que c'était un message très clair. Alors moi je voulais juste insister sur peut-être 3 sujets. La première, l'envie et la capacité d'exporter, c'est important et ça se mesure. Le financement, c'est le nerf de la guerre et je voulais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on est en train de faire pour essayer de reconstruire une banque du commerce extérieur. Et puis la troisième chose, vous l'avez tous dit, l'accompagnement, c'est-à-dire que le succès, il est extra-financier, il est humain, il est opérationnel et chaque pays est différent. Alors sur le premier point, la capacité à exporter, je pense que d'abord il faut pas être angélique. L'international, c'est pas pour tout le monde. Pour faire de l'international, il faut d'abord être fort sur son marché national et être sûr qu'on a établi des positions extrêmement fortes et qui vont parler à l'étranger. La première question qu'on vous pose, c'est « Et en France, vous avez quoi comme référence ?» C'est pas la peine d'y aller si on n'a pas la réponse à cette question. La deuxième question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous apportez de nouveau, de différenciant? Et donc évidemment, nous on finance beaucoup l'innovation. Il y a une corrélation extrêmement forte en fait entre votre capacité à innover et votre capacité à exporter, mais elle est perçue comme différenciante, cette innovation, de manière très différente d'un pays à l'autre. Et vous l'avez dit, on n'agit pas en Corée comme on agit en Chine. On n'est pas du tout perçu avec la même valeur différenciante. Et puis il faut avoir l'envie d'exporter. Et dans mes 19% que je citais tout à l'heure, beaucoup de dirigeants en France en fait sont rebutés par la complexité. Et c'est vrai, c'est complexe d'exporter. C'est pas facile, surtout dans les pays comme la Chine, effectivement, où on met du temps à connaître le terrain de jeu en fait. Mais moi j'ai tendance à dire qu'en France, la complexité, on connaît relativement bien, et que donc quand on réussit en France, on doit pouvoir réussir à peu près partout dans le monde. Voilà. Donc j'insisterai plutôt sur les deux autres sujets. Donc, le premier, le financement. On a des concurrents qui ont des ressources de financement extrêmement compétitives. Et donc, il faut qu'on se mobilise en France pour construire une offre de financement à la hauteur des besoins des entreprises. Donc, c'est ce que nous, on essaye de faire, BPI France, avec la reconstitution de la Banque du commerce extérieur. C'est la mission qu'on nous a confiée, qu'on va essayer de relever cette année avec l'intégration au 1er janvier des activités de garantie publique de la COFAS. Ce qui veut dire qu'entre ce qu'on faisait avant, l'activité de la COFAS qu'on récupère et notre partenariat très fort avec Business France, qui est donc le successeur du Bifrance et de l'AFI, eh bien, on va pouvoir en fait offrir un continuum pour les entreprises à tous les stades, j'allais dire, de développement. D'abord la prospection, parce qu'il faut bien commencer quelque part, donc l'assurance prospection, et puis les missions de prospection
prospection que vous citiez. Ensuite, le financement des ventes avec des produits nouveaux, la mobilisation de créances, mais aussi le crédit acheteur, le crédit fournisseur, pas très développé pour les PME. Et puis le financement des investissements, parce qu'en réalité, on parle de moins en moins d'export, on parle de plus en plus d'internationalisation. Et si vous vous lancez dans l'international, la question de l'implantation à un moment donné sera complètement clé, parce que les Américains veulent du Made in America, parce que les Chinois veulent du Made in China. Donc on parle création de filiales, on parle croissance externe. Et ça aussi, ça suppose des financements en bas de bilan ou en fonds propres. Moi, je dirige les fonds d'investissement de BPI France, et l'international, c'est présent dans presque 2 dossiers sur 3 d'investissement qu'on valide. On fait une centaine d'investissements dans les PME chaque année, et souvent les thèses d'international, de croissance externe et de digital sont très mêlées. Voilà, donc un aspect important. Et puis bien sûr l'assurance, l'assurance crédit, l'assurance change en fait, que l'on va intégrer donc avec l'intégration de Coface. Alors ça, on le propose avec une conviction forte qui est qu'il faut faire du sur-mesure pour chaque entreprise, et pour cela devenir une banque de proximité. On observe un mouvement en fait de retrait de certaines banques dans certains territoires. Nous, on a cette volonté d'aller vraiment toujours plus près du terrain. Donc on vient d'ouvrir ici à Bourg-en-Bresse une antenne au mois de mars. Elle sera inaugurée au mois d'octobre. Il y a 10 personnes qui sont là et qui sont donc à votre disposition pour vraiment faire du sur-mesure avec vous. Voilà, mais le troisième point, et celui sur lequel j'aimerais passer un peu plus de temps, c'est celui de l'accompagnement, parce qu'on a aussi cette conviction qui est que le monde de la finance est en train de changer, ou en tout cas doit changer, que le métier de banquier aujourd'hui, le métier de fonds d'investissement ne peut plus rester en l'état, et que aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire réussir les entreprises. Et pour ça, dans un contexte de taux bas, finalement, le financement n'est pas l'élément le plus différenciant. Le plus différenciant, c'est l'extra-financier. C'est vraiment le soutien opérationnel qu'on peut apporter, et il nous semble, en tout cas nous on a décidé de se lancer là-dedans, que ça doit être la nouvelle mission des banques en France. Donc on a lancé pour ça des programmes d'accélération de la croissance, dans lesquels évidemment l'international a une place extrêmement forte. Donc je vous disais que j'étais en Chine au début du mois de septembre, mais en octobre on sera en Afrique avec 60 PME membres de notre accélérateur PME. On ira en Corée donc en décembre avec 15 entreprises de la French Touch. J'entendais que plusieurs d'entre vous étaient concernés, vous êtes les bienvenus. Et puis on a programmé les États-Unis, l'ASEAN. C'est très important parce que pour nous, il faut jouer, vous le disiez madame, jouer collectif. Et donc on est très attaché à incarner en fait en France, bien sûr la French Tech. La French Tech, c'est un énorme succès d'avoir réussi à développer cette marque à l'international. Je veux dire, on était les 2e représentés au salon CES de Las Vegas. Qui l'aurait cru 2 ans avant. Et pourtant, les startups, c'est pas l'essentiel du tissu français. Donc on croit beaucoup à la French Touch, qui est en train de se fédérer, qui est en train de s'organiser et qui parle beaucoup à l'international. Et puis la French Fab, la France industrielle, les PME, les ETI, vous êtes le premier département industriel de France, vous êtes très concernés par cette French Fab qui n'a rien à envier aux marques allemandes, qui sont pourtant beaucoup plus connues à l'étranger parce qu'ils jouent plus collectif. Donc voilà, nous, BPI France, on a envie de contribuer à fédérer ce collectif des entreprises françaises. Et puis l'accompagnement, c'est aussi beaucoup du conseil individuel en entreprise, puisque l'export, ça se gagne aussi en France, en fait. Bizarrement, l'essentiel se joue dans les entreprises à travers finalement l'écriture d'une stratégie export, l'organisation des moyens humains en entreprise. Est-ce que c'est le patron qui incarne l'international? Est-ce qu'on recrute quelqu'un pour ça? Comment on structure un budget? Quels risques on est prêt à prendre? Quel recrutement il faut faire pour réussir à l'international? Ça, c'est autant de questions sur lesquelles on souhaite vraiment accompagner les entreprises à travers une offre de conseils. Voilà. Et puis en Chine, moi j'ai retenu deux sujets vraiment très très forts. Ils nous ont dit, vous les Français, vous êtes une nation de créateurs, vous êtes une nation d'ingénieurs, mais vous savez absolument pas vous vendre.
vous vendre, c'est-à-dire expliquer effectivement que vous avez en fait des entreprises ancrées dans les territoires. Ils nous ont dit vraiment la force des entreprises à l'export, c'est leur ancrage dans leur territoire, leur ancrage dans une histoire, leur ancrage dans des valeurs, leur ancrage dans des familles. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui ne se markete pas assez de leur point de vue. C'est aussi quelque chose qui se travaille. Nous, toutes nos participations en fait, doivent passer par un stage qui est le pitch à l'international, en français et en anglais, savoir expliquer en 3 minutes en quoi elles sont différenciantes. Et puis le dernier point, c'est effectivement travailler la marque de l'entreprise, même en B2B en fait, hein, pas seulement en B2C, mais surtout la marque France et ce qu'elle peut véhiculer comme valeur. Donc French Tech, French Touch et French Fab. Je pense que dans ce département de l'Ain, vous êtes bien parti pour l'incarner. Donc on est à votre disposition pour vous aider à réussir. Merci beaucoup Fanny Lothier, donc avec un bureau dans le département de l'Ain implanté effectivement sur Bourg-en-Bresse depuis maintenant le mois de mars et qui sera inauguré très prochainement. Voilà, c'est du côté de l'Alsace-Lorraine, hein, si je ne m'abuse, c'est ça, pas loin d'un lieu important où les gens se retrouvent pour manger à midi. On va pas faire de publicité, mais enfin, les connaisseurs, j'entends au rire et au sourire, qui connaissent bien aussi. C'est une brasserie sympathique juste à côté pour faire du business, c'est bien aussi. Voilà, merci en tout cas à vous de ce témoignage et puis de nous avoir éclairé aussi un petit peu sur toute cette stratégie BPI France qui peut aider évidemment, donc vous l'avez bien compris, en accompagnement, en financement, vos projets à l'export. Alors on parlait de tout ce concerné, de la plus-value de l'export, de l'international pour une société basée dans l'Ain. Quid d'une grande société internationale basée à Milan qui vient dans l'Ain pour se développer? On s'est dit que c'était aussi une bonne occasion d'accueillir monsieur Luca Manzoni qui va nous parler lui effectivement donc de cet investissement étranger ici dans l'Ain. Alors Luca Manzoni, merci beaucoup d'être des nôtres, président Nuncas Italia et de Nuncas Industriel. Vous fabriquez des produits de nettoyage et d'entretien de la maison et des textiles. Et donc, c'est une maison créée il y a de cela de nombreuses années, entreprise familiale créée à Milan il y a quelques années déjà. Oui, 19 ventes. Ça veut dire qu'on arrivera à 100 ans dans 4 ans. Je suis le seul pas français, alors je m'excuse pour mon mauvais français. Pour l'instant, ça se passe très bien, M. Manzoni, je vous rassure. Alors, notre société, je suis le PDG, notre société elle a été fondée dans le grand-père de ma femme, dans les 1920 à Milan. Nous sommes une société chimique, ça veut dire qu'on fabrique des produits pour le soin de la maison, pour l'entraînement de la maison. Et notre philosophie, notre force, c'est de transformer un devoir, ça veut dire le devoir de nettoyer, de faire la lessive, de faire la machine à laver, en un plaisir. Et un plaisir qui vous donne la possibilité d'accueillir votre ami et votre relative. Ça veut dire un geste d'amour. En fait, nous aimons dire... J'explique ça à ma femme. Oui. C'est la fantaisie, oui, fantaisie italienne. En fait, on transforme un devoir en un plaisir. Ça, c'est la philosophie de Nuncas qui nous a donné le succès pour presque 100 ans maintenant. Nous sommes presque la seule société européenne à avoir une philosophie comme ça. Nous sommes proches à l'environnement, ça veut dire qu'on a fabriqué notre siège social à Milan. Il a été le premier bâtiment industriel italien à émission zéro. On a aussi une gamme qui utilise le plastique complètement recyclé. Ça veut dire qu'on pense que la chimique, il doit être écologique. Absolument, nous sommes très engagés en ça. Et pourquoi la France? Pourquoi la France, Pourquoi la France? Pour une raison de proximité culturelle. En fait, j'avais pris la décision de venir ici dans le 2013. J'avais visité 60 sites industriels en Europe, ici en France, en PACA, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en nord d'Italie. Et après, j'avais choisi Pipa. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs sites industriels en Europe. C'est un des premiers sites européens enregistrés, certifiés ISO 14001 et MAS, certification que nous voulons avoir aussi. Et nous pensons que c'est l'idéal pour nous. La proximité culturelle. Après, on a ici beaucoup d'histoire chimique. On a l'université, on a le pôle plastique, la plasturgie, qui c'est très important pour nous parce que les touches écologiques d'un produit, c'est plus ou moins 65%, c'est dans les matières premières et dans l'emballage.
Ça veut dire que notre recherche, pour être plus écologique, c'est important de l'avoir ici, de l'université. En fait, on a déjà embauché le directeur technique, qui c'est une personne qui vient de la chimique et qui a fait beaucoup de recherches aussi lui-même dans l'écologie. Comme ça, il nous aidera à être plus proche à notre volonté. Alors c'est un investissement important, hein, donc 25 millions d'euros, 70 emplois donc, qui se concrétisent bientôt. Vous avez eu quasiment toutes vos autorisations. La construction du site devrait démarrer bientôt. Il devrait ouvrir en 2018. Oui, vous espérez. Ce n'est pas tout à fait fini encore. Il y a monsieur le préfet qui est ici. S'il y a un souci, ne vous inquiétez pas. Merci. Voilà. Je vous présenterai monsieur le préfet. Non, mais c'est vrai que bon, tout est bien parti. Logiquement, ouverture en 2018, hein, donc dans cette plaine industrielle dans ce pôle industriel de la plaine de l'Ain, effectivement, dans ce parc industriel qui est, vous le disiez, unique, effectivement. Hein. Oui, après, notre site sera le seul site productif de notre société. Ça veut dire que pratiquement tout, je pense, 90% sera à l'export. Ça veut dire que ça sera un site qui exportera beaucoup parce que la marchandise et notre production il sera envoyée en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne, comme ça. Il sera le seul parce qu'on a besoin, en fait, on a acheté un terrain plus grand que le nécessaire avec une perspective de 40 ans. Ça veut dire, en fait, j'aime dire aussi deux choses importantes, que nous sommes une famille, la seule famille à la tête de la société. Je suis la troisième, mais on a déjà la 4e génération. Mon fils, qui est ingénieur énergétique, il va se déplacer sur l'Aisne pour rester ici pour le démarrage de l'usine et aussi pour seguir les premiers ans de travail. D'accord. Donc c'est une implantation durable, on l'a bien compris, effectivement. Ah oui, HQE. Vous êtes satisfait de la façon dont ça s'est passé? Ah oui, beaucoup. J'aime beaucoup. Je me suis trouvé très bien dans le PIPA, dans le parc industriel de la plaine de l'Ain. J'aime beaucoup toutes les personnes qui gèrent le PIPA. Et en fait, le PIPA, pour nous, c'est exactement ce que on a cherché dans l'Europe. Comme ça, je suis content d'être ici. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi, Monsieur Manzoni, qu'on va applaudir et remercier pour ce témoignage. Salut au passage la MEA, la mission économique de l'Ain, dirigée par Nathalie Sahuc et toute sa fine équipe, là, qui permettent aussi parfois aux entreprises, y compris internationales, de venir jusqu'ici pour découvrir notre beau département, et pas uniquement pour le tourisme, vous l'avez bien compris. Alors, il y a un autre débat qui va se mettre en lice, là, donc avec conseilleriez-vous l'Ain comme lieu d'implantation à vos partenaires d'affaires internationaux. Voilà, toujours l'application 1-360, si vous avez réussi à la télécharger, ce qu'on souhaite évidemment, vous mettez oui ou non, hein, c'est important, ça permet évidemment d'avancer un petit peu sur ces fameux débats, ces petites questions qui sont un peu fermées, mais au moins on a l'avantage d'avoir ensuite un pourcentage, oui ou non, et c'est bien pratique. Voilà, on va donc maintenant parler d'aventure humaine aussi, l'international, un état d'esprit avec Jean-Pierre Carminati. Bonsoir mon cher Jean-Pierre. Voilà, le micro normalement va être ouvert dans quelques instants. Oui. Ah voilà, c'est magique, merci à la technique. Alors, président-directeur général de Carpel, groupe Port-Alu, entreprise Port-Alu Marine qui fabrique des pontons pour les marinas. 120 salariés à port, donc dans le Haut-Budget. Et finalement, on s'aperçoit que d'un port du Haut-Budget à un port australien, il n'y a qu'un pas franchi allègrement. Parlons quand même de cette activité d'abord et puis de cette aventure à l'international, parce que ça, c'est une belle aventure dans tous les sens du terme, Jean-Pierre Carminati. Oui, cette aventure, elle a démarré il y a une trentaine d'années avec mon frère. Donc aujourd'hui, Carpel, c'est 330 personnes. On est dans la menuiserie et puis avec Port-Alu Menuiserie et Port-Alu Marine, donc où on réalise aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires à l'international, enfin export et international. Voilà, oui, on est une centaine de personnes. On est présent sur le Canada, sur la Chine, à Hong Kong et puis sur l'Australie. Alors l'Australie et le Canada notamment, hein, voilà, qui sont effectivement des pays avec lesquels vous développez un vrai partenariat là, de plus en plus. Oui, tout à fait. Écoutez, moi peut-être le message que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est quand on a démarré les pontons, je ne connaissais rien à ce métier. On démarrait à 0, on démarrait à 2, on n'était pas au bon endroit, on n'était pas dans le bon métier, mais il y avait une grosse envie, si vous voulez, de découvrir le monde, d'aller à la rencontre des gens. Et on a trouvé ce produit, enfin je ne vais pas refaire toute l'histoire, en se disant on va aller le vendre de partout, d'abord en France, parce qu'en étant à Port dans l'Ain, à part le nom qui nous situait bien, mais
c'était difficile. Donc notre première expérience a été de vendre à des Bretons, à Douarnenez. J'ai encore voilà, d'aller vendre des pontons à des Bretons. C'était une première expérience. À partir de ce moment-là, on savait qu'on pouvait vendre. C'était presque de l'export déjà. Là, oui, c'était déjà de l'international, presque. Voilà, et puis la deuxième expérience fondatrice, ça a été aussi l'Australie, où on a vendu un équipement à Sydney. Et à partir de là, le monde était ouvert. Voilà, l'enjeu, c'était de se dire, ce produit qu'on ne connaît pas, il nous permet d'aller visiter le monde. Et je suis parti avec ce produit-là. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on est présent dans beaucoup d'endroits. Mais je pense que pour ramener une dimension très personnelle, je pense que là, c'est une vision de l'entrepreneur, si vous voulez, qui a envie à un moment donné de découvrir. Et là, il embarque ses collaborateurs, il construit une équipe pour aller découvrir ce monde. Donc, je pense que le plus gros enjeu, en tous les cas, pour nous, ça a été voilà, cette vision de l'export avec l'envie de l'entrepreneur. Et je pense qu'avec cette envie, eh bien, on dépasse beaucoup d'obstacles. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles d'un point de vue de la raison, hein, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, de pouvoir regarder, avoir tous les capitaux, de construire des équipes. Mais je pense qu'avec cette motivation première de l'envie de l'entrepreneur, si vous voulez, il y a un côté un peu... voilà, les possibles et les possibles de l'entrepreneur, l'imagination, on embarque beaucoup de monde et on passe beaucoup d'obstacles. L'Australie, ça a été à un moment donné une catastrophe parce qu'on n'avait rien à y faire. Il y avait déjà des gens qui fabriquaient des pontons là-bas. Et nous, on est arrivé avec notre produit. Bon, c'était quand même assuré, comme vous disiez, d'être quand même... On était leader déjà en France sur le produit du ponton. On était assez innovant puisque dans la Plastic Valley, on fabriquait des flotteurs en plastique, le caillebotis en plastique, là où ils prenaient des flotteurs en aluminium et des plattelages en bois. Nous, on arrivait quand même avec ce produit. Mais des moments très difficiles, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? En définitive, au moment où on ferme une unité en Australie, je me souviens dans le vol, j'avais été contacté juste avant par un autre représentant sur la côte ouest de l'Australie, et là on redémarre, et aujourd'hui on a un chiffre d'affaires encore de 1 à 2 millions. Comme quoi l'export, c'est une suite d'expériences. Je pense que l'exportation, c'est oser y aller, et puis accumuler des expériences. Il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est fait. C'est vrai que Madame Laitier de la BPI nous dit qu'il faut faire des business plans. Je vous assure que j'en ai fait des business plans. Il n'y en a pas un qui a marché de la bonne façon, quoi. La seule chose qu'il faut planifier, c'est qu'il n'y a rien qui va se passer comme vous avez prévu. L'Australie, c'était une catastrophe. Le Canada, pareil. C'est long. Il n'y a rien. La seule planification, c'est de s'adapter aux situations et surtout quand même d'avoir une assise financière, oui, des fonds propres. Je pense que la BPI... D'ailleurs, qu'on sollicite pas mal, a un rôle important parce qu'il faut quand même avoir des fonds propres, hein, une partie financière qui est indéniable. Mais avant tout, c'est une histoire d'envie du dirigeant qui embarque tout le monde dans ces rencontres. Et les rencontres, pour moi, en tous les cas, sur ce métier, qui c'était pas une passion, je ne fais pas de bateau, c'était pas une passion. Ce qui est devenu une passion, c'est d'aller dans ces pays, c'est de rencontrer des gens. Le business, ça se fait aussi avant tout avec des rencontres d'hommes. La confiance, bien sûr, c'est dans le produit, mais c'est avant tout aussi dans le bonhomme. La vraie valeur ajoutée, comme on dit, c'est l'être humain. Et pour traiter en Australie, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous faites des salons, vous rencontrez des gens, il y a des choses qui se passent. Et là, si votre produit, faut quand même qu'il ait de l'innovation, bien sûr. Il faut que vous soyez quand même leader sur votre marché, mais avant tout, c'est une histoire d'hommes. C'est des rencontres d'hommes. Et je dirais aujourd'hui, si j'oublie l'Australie, il y a une chose que je ne veux pas oublier, c'est ces rencontres des gens que j'ai fait. Qu'est-ce qui reste à la fin quand vous arrêtez le jeu? C'est un peu comme au rugby, on prenait l'exemple. Quand il n'y a plus le ballon, il reste des amitiés, des rencontres, des choses fortes qu'on fait que vous faites du business avec. Donc c'est un mélange, je dirais, à la fois de raison, parce que vous n'y allez pas comme ça, la fleur au fusil. Donc oui, il faut des dimensions financières, oui, il faut être leader, oui, il faut de l'innovation, mais il faut surtout à la fois une imagination, des envies de cette rencontre-là qui fait que les liens se font. Et le business, il se fait avec des gens avec qui vous sentez bien, que vous êtes en confiance. Et à des fois, ça marche souvent pas. On a eu aussi des expériences malheureuses parce qu'on n'était pas tombé sur les bonnes personnes. Ceci dit, c'est formateur, les échecs, quand on s'en relève, en tout cas. Voilà. Oui, c'est pour ça que l'export, c'est avant tout une répétition d'expérience. Mais comme dans beaucoup de choses, c'est un apprentissage. Il faut répéter, il faut y retourner parce qu'on tire toujours des leçons des échecs. Donc l'export, je dirais, c'est avant tout de l'apprentissage aussi de l'export. Alors donc, au pays des kangourous, ça y est, c'est dans la poche.
Jeu de mots idiot, il fallait que je me le permette. Vous avez pris votre élan au Canada, élan au Canada, oui, c'est un jeu de mots idiot encore. Voilà. Et donc, quels sont les prochains pays vers lesquels vous allez vous diriger, Jean-Pierre? Là, on est actuellement sur la partie Asie, qui est un secteur porteur pour notre métier. Il découvre un peu les ports de plaisance, que ce soit le Vietnam, l'Indonésie. On avait l'Australie qui était notre marché maintenant depuis plus de 10 ans. Donc voilà, on mise beaucoup sur l'Asie. On a créé cette filiale sur Hong Kong et on est en train de voir pour mettre une unité de production sur Jakarta, en Indonésie, en partenariat avec une personne qui est intéressée aussi à distribuer nos produits. Donc voilà, l'Asie est un secteur porteur actuellement, du moins pour notre métier. J'ai envie d'ajouter, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de se dire l'international, c'est vrai que c'est un risque. Je crois qu'il faut quand même se le dire. L'export, l'international est un risque financier. Il y a quelque chose qui engage la société dans ses fonds propres. Mais avec le recul aujourd'hui, je pense que le plus gros risque qu'on aurait pris, c'est de ne pas y aller. Je n'avais pas mesuré ça, parce que j'y suis allé sur un élan, pas forcément avec toute la dimension financière. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'existerait plus sur notre métier si on n'était pas parti. Donc, entre les deux risques de ne pas bouger et le fait d'y aller à l'international, je crois que quitte à prendre un risque, il vaut mieux prendre celui d'aller chercher sur les marchés de croissance. Parce que les marchés de croissance, malgré tout, ils sont quand même bien sur l'export et l'international. C'est ça, je pense, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'y aller. Donc voilà, c'est toujours, je répète, ce mélange de passion, d'envie, d'imagination du dirigeant et puis quelque chose de très rationnel. On dit toujours qu'on a un cerveau gauche, un cerveau droit. Vous savez, le cerveau droit de l'imagination, puis le cerveau gauche de la raison. Eh bien, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait dialoguer ces deux cerveaux à la fois, qui jongle en permanence. Mais cet international, eh bien, c'est ce jonglage, cette connexion, ce dialogue entre ces deux cerveaux de l'entrepreneur. Merci Jean-Pierre Carminati, qu'on peut applaudir très fort. Membre élu de la CCI de l'Ain, il faut le dire aussi. Voilà, je salue au passage son président qui est avec nous. Et voilà, donc fin de ces témoignages. Ils furent évidemment riches et denses. On pourrait passer des heures et des heures avec chacun et chacune de ces intervenants et intervenantes, vous l'avez bien compris. Nous sommes contraints par le temps, mais je pense qu'on a eu le temps quand même justement d'exposer un petit peu tout ce que ces personnes avaient à nous dire. Merci beaucoup à Pascal Viel, merci à Armelle Fouattelli-Greffet, merci à Jean-François Perche, à Emmanuel Perdry, à Fanny Lottier, Lucas Manzoni et Jean-Pierre Carminati, qu'on va raccompagner sous les applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, vous allez pouvoir rejoindre vos places dans quelques instants.